Studio presents Around the World with Andre Rieu over 7 magical nights at 7 spectacular locations across the globe. On the eve of his Australian tour, spend a week with the most successful and entertaining classical musician of a generation. Begin Sunday, October 10 with Andre live in Vienna. Around the World with Andre Rieu in 7 days on Studio. Over the past 40 years, John Williamson has written some of Australia's most iconic songs. This October, see John Williamson in the performance of a lifetime. Don't miss a true blue evening at the Sydney Opera House. John Williamson celebrating 40 years true blue with the Sydney Symphony. October 29 and 30. Tickets on sale now. On s'en veut quelquefois de sortir de son bain. D'abord, il est dommage d'abandonner l'eau tiède et savonneuse, où des cheveux perdus enlacent des bulles parmi les cellules de peau frictionnées, pour l'air brutal d'une maison mal chauffée. Ensuite, pour peu qu'on soit de petite taille et que soit élevé le bord de cette baignoire montée sur pied de griffon, c'est toujours une affaire de l'enjamber pour aller chercher, d'un orteil hésitant, le carreau dérapant de la salle de bain. Mieux vaudrait rester jusqu'au cou dans son bain, des heures sinon perpétuellement, actionnant le robinet du pied droit par intermittence pour rajouter un peu d'eau chaude et, réglant ainsi le thermostat, maintenir une bonne atmosphère amniotique. Mais ça ne peut pas durer. Comme toujours, le temps presse. Dans moins d'1 heure, Hélène Jourdan-Morange sera là. Ravel s'extrait donc de sa baignoire, après quoi, sec, il enfile un peignoir d'un perle rare, dans lequel il se lave les dents avec sa brosse articulée, se rase sans omettre un poil, se peigne sans négliger un sillon, s'épile un sourcil rétif qui a poussé dans la nuit comme une antenne. Par la fenêtre de la salle de bain, artistement aménagée, il jette un regard sur le jardin noir et blanc sous les arbres nus. L'herbe rase est morte, le jet d'eau paralysé par le gel. C'est un des derniers jours de 1927, il est tôt. Je voulais que ça commence sur une chose extrêmement intime et qui ne... à la fois intime et qui fasse partie du quotidien de n'importe quel personnage avant qu'on l'identifie. Et puis ça vient aussi peut-être du fait que dans cette maison, je me demande quelquefois si c'est pas la salle de bain que j'aime le plus. Parce qu'elle renvoie aussi à un côté méticuleux du personnage et une organisation comme ça un petit peu obsessionnelle et une coquetterie qui est quand même qui est un des traits du personnage. Enfin, c'est frappant quand on voit ces photographies. Bonjour, monsieur Echnoz. Alors, c'est vous qui vous êtes emparé de ma vie pour en faire un roman? C'était un roman déjà. Il ne restait plus qu'à l'écrire. J'ai trouvé votre travail fort intéressant et j'y ai même découvert quelques facettes méconnues sur ma personnalité. Peut-être étaient-ce les miennes que je vous ai traitées. Vous êtes peut-être un peu voleur d'âme. D'objets. Je sais pas, moi, j'ai pas de passion pour les lieux des hommes célèbres, mais ici, c'était, je sais pas,
un moment d'émotion aussi assez grand. Et j'y suis retourné plusieurs fois. J'y suis retourné plusieurs fois sans savoir que j'allais m'intéresser à lui et que j'allais écrire sur lui. Je pensais pas au départ, je pensais pas du tout. C'était pas du tout l'ambition, la prétention d'aller au plus près de Maurice Ravel. Moi, le Ravel que j'ai mis en scène, je l'ai traité un peu comme un personnage de fiction, mais toujours dans une espèce de respect absolu d'un personnage qui est à la fois le vrai Maurice Ravel et qui est en même temps un personnage que j'inventais à partir de lui. Il part en direction de la gare maritime du Havre afin de se rendre en Amérique du Nord. C'est la première fois qu'il y va, ce sera la dernière. Mon petit Édouard. Dès l'arrivée en rade, une nuée de journalistes ont envahi le bateau, avec appareils de photo, cinéma, dessinateurs. Le soir, repos. Dancing, théâtre nègre, cinéma géant, etc. J'oubliais le concert que la Boston Symphony donnait à New York consacré à mes heures. Il m'a fallu paraître sur la scène. 3500 auditeurs debout. Ovation formidable qui alla jusqu'au sifflet. Ceci, mon petit Édouard, du club du Rapide de Chicago. Quitter New York à 2h45, j'arrive demain à 9h45, juste 20h. Le concert de New York a bien marché. Articles élogieux, quelquefois des pages entières. Seul le journal français de New York ne parle pas de moi. Je vois des villes magnifiques, des paysans chanteurs, mais les triomphes sont fatigants. Il revient en France, auréolé de gloire, avec une somme assez considérable pour l'époque en dollars. Il est tout fier, tout enfantin, fier, tout ça. Mais en même temps, il est profondément humilié parce qu'il se dit, ce succès, qu'est-ce qu'il veut dire? Ma musique va dans une toute autre direction que ses clameurs, et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Une fois la maison inspectée, ouverts les rideaux de taffetas du salon et ceux de soie verte de la salle à manger, une fois la garde-robe déballée puis remise en place, le plaisir du retour chez soi s'évapore promptement. On se sent démuni, sans bien savoir que faire de soi. Or, l'ennui, Ravel connaît bien. Associé à la flemme, l'ennui peut le faire jouer au diabolo pendant des heures, surveiller la croissance de ses ongles, confectionner des cocottes en papier ou sculpter des canards en mie de pain, inventorier, voire essayer de classer sa collection de disques qui va d'Albéniz à Weber. De toute façon, ces disques, il les écoute très peu. Ida Rubinstein revient à la charge en disant « Mais vous avez oublié, cher Maurice, mon ballet espagnol. » Ballet espagnol, mais pourquoi faire? Mais non, je veux pas. Si, vous êtes annoncé dans les programmes de la saison prochaine, au mois de novembre 1928, il y a un ballet de Maurice Ravel d'environ un quart d'heure, il faut absolument que vous le fassiez. Et Ravel n'a absolument rien sous la main. Plus Albéniz, plus d'idées espagnoles, plus rien. Mon cher Maurice, je ne vous cacherai pas que votre missive m'a fait un sensible plaisir. Et j'étais un peu triste de vous voir attelé à la recomposition de l'œuvre d'Albéniz. Seulement, il vous faudra mettre les bouchées triples, car il faut que nous ayons votre œuvre, piano et partition d'orchestre pour le 15 octobre au plus tard, et des fragments avant, si vous le pouvez.
Et le téléphone vient de sonner. L'éditeur, une fois de plus, lui rappelait que ça presse. Il doit donner le plus vite possible des dates pour les répétitions de cette œuvre à venir, qu'il a annoncées mais dont on ne sait rien. Il sourit, mais ça ne se voit pas. Bon, ils veulent qu'on répète. Ils tiennent vraiment à ce qu'on répète? Eh bien d'accord, on répétera. Ils en auront de la répétition. Délire à nouveau. Ravel donc s'installe à Saint-Jean-de-Luz, où il avait la coutume de passer ses vacances assez fréquemment, et il y retrouve Gustave Samazeuil, qui était un musicien à ses côtés à l'époque, et donc il se voit énormément, et un beau matin, avant d'aller au bain, il se met à le pianoter comme ça avec un doigt, un thème, il dit à Samazeuil, « Pensez pas qu'on pourrait faire quelque chose de ça je sais pas, un thème très long qui justement empêcherait les modulations, les variations, etc. Un truc incommode et en même temps très séduisant. Des fois que ça marchait aussi bien que la Madelon. Et donc Ravel allonge ça et se dit « Je ne module pas, je ne change pas de rythme, je ne change pas la tonalité, je fais rien de ce qu'exige la musique pour durer. Et moi, je dure avec seulement cette idée fondamentale, c'est que je commence tout petit, la flûte et le tambourin, et je grandis, je fais rentrer absolument tout l'orchestre occidental. Et alors, il y a beaucoup de monde, il y a 120 musiciens dans le boléro à la fin. Ils rentrent les uns après les autres dans des combinaisons extrêmement diverses, avec une ingéniosité phénoménale. Et c'est comme ça que ça va pouvoir durer. Quand on joue le boléro en concert, en ce qui me concerne, puisque j'ai l'honneur de commencer ce morceau, 5 minutes avant, pendant l'intermède où tout le monde vient s'installer, les saxophones rentrent, tout ça, on entend déjà le brouhaha de la salle qui doit se dire ça y est, c'est le boléro. Et franchement, il y a vraiment une ambiance. Même si on est là, une mesure avant, la première note, ça y est, il y a l'atmosphère du boléro qui est là. Quelque part, il y a beaucoup de choses qui se crispent. Enfin, moi, je le ressens autour de moi. Il n'y a plus de bruit. Et c'est la seule œuvre symphonique, en tout cas depuis que je suis à l'orchestre, où 4 secondes avant de commencer le boléro, il y a un silence total dans une salle. Et paradoxalement, c'est pas le début qui est embêtant, c'est au bout de la 2-3e minute, quoi. C'est parce que la concentration commence à baisser, donc c'est ça qui est le plus difficile. Pourquoi ce type est pour moi un héros? Simplement parce que
Quand on demande à un musicien, un interprète, pendant 20 minutes de battre le boléro avec la même rigueur du métronome, on oublie que ce type a peut-être des soucis, des problèmes avec sa femme, des factures impayées, un déménagement assumé, des enfants qui ne marchent pas bien à l'école, enfin bon, des problèmes personnels. Peut-être même une bonne vieille migraine ce soir-là. Et quand le boléro commence à s'enfler, la migraine décuple, évidemment. Et de filmer un type qui devait faire son métier en pensant vraiment à autre chose. Tout de suite. Bon, à un moment, ça doit être là. Tout de même, non, arrête-toi un moment pendant que je parle. Allô? Je dois dire que le boléro est rarement dirigé comme je pense qu'il devrait l'être. Engelberg accélère et ralentit excessivement. Toscanini le dirige 2 fois plus vite qu'il ne faut et élargit le mouvement à la fin, ce qui n'est indiqué nulle part. Non, le boléro doit être exécuté à un tempo unique, du début à la fin, dans le style plaintif et monotone des mélodies arabo-espagnoles. Les virtuoses sont incorrigibles, plongés dans leur rêverie comme si les compositeurs n'existaient pas. Man kriegt Angst direkt, ja. Zeit genug, sich dünner zu werden heute Abend. Eh bien, moi j'avais ma place dans l'orchestre, à l'opéra, et derrière moi, par hasard, était Ravel et le violoniste Morange. Vous savez, grand ami à lui. Morange, oui. Très ami à lui. Et j'ai dit bonjour, n'est-ce pas, on s'est dit bonsoir, voilà. Ah, je me réjouis d'entendre le boléro. Je dis oh. Ravel, toujours très. Eh bien, Toscanini l'a dirigé absolument d'une façon extraordinaire. Je ne peux pas s'imaginer. Mais à peu près 2 fois plus vite. Il a fait alors le crescendo beaucoup plus rapidement. À la fin, c'était une chose foudroyante. Et quand c'était fini, le public s'est levé hurlant, bravo, bravo, bravo. Toscanini est sorti 2 fois comme ça. Et moi, pauvre garçon, je vous jure que je n'exagère pas, c'était moi. C'est ma faute. Je me suis tourné vers Ravel, j'étais furieux de cette ovation pour Toscanini. Je dis, l'auteur, hurlement, moi. Déjà, quand c'est calmé un peu, alors tout le monde s'est dit, j'ai montré Ravel. Oh, l'auteur, Ravel, bravo. Grande ovation pour Ravel. J'ai dit, écoutez, rêvez-vous, cher maître, non. Ce cochon-là l'a joué trop vite, lui pardonne-lui pas. Ça, c'est incroyable. Il a gâché tout le morceau. Écoutez, levez-vous, non, je ne veux rien savoir. C'est entré dans les journaux. Il faut que le monde comprenne aussi qu'on ne plaisante pas avec son mouvement. Quand Toscanini va le diriger à sa manière, 2 fois trop vite et accélérando, Ravel vient le voir froidement après le concert. « Ce n'est pas mon mouvement », lui fait-il remarquer.
Toscanini se penche vers lui, allongeant encore son long visage et plissant le fronton qui lui sert de front. « Quand je joue ça dans votre mouvement, dit-il, ça ne fait aucun effet. » « Bon, réplique Ravel, alors ne le jouez pas. Mais vous ne connaissez rien à votre musique, frémissent les moustaches de Toscanini. C'était la seule façon de la faire passer. » Rentré chez lui, sans en parler à personne, Ravel écrit à Toscanini. On ne sait pas ce qu'il lui dit dans cette lettre. Je le vois encore à Montfort-l'Amaury, assis dans un fauteuil sur le fameux balcon dont il aimait tant la vue, le regard lointain, perdu. Et comme je m'inquiétais, « Que faites-vous là, cher Ravel ?» Il me répondit simplement, « J'attends. »